Mes amis, franchement, quel plaisir. Quel plaisir de vous voir tous là ce soir pour les 10 ans du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je suis heureux. Je ne vous cache pas que je suis un peu ému. Et franchement, pour tout vous dire, je suis même assez fier. En 2014, quand j'ai commencé à avoir ce sentiment d'urgence face à l'ampleur des problèmes de sécurité que je comprenais dans notre pays à travers le prisme de mon métier d'avocat, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter d'être un acteur, certes le plus utile possible, du monde judiciaire, mais qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Et la façon de le faire, ça a été de créer, je peux vous le dire maintenant, un peu tout seul dans mon coin, un think tank, après avoir constaté que, curieusement, sur les questions de souveraineté et de sécurité extérieure et de défense, il y avait tout un tas d'organismes qui fonctionnaient et qui fonctionnaient bien, et certains avaient même un retentissement international, et certains étaient même dirigés par des gens qui ne sont pas très loin de moi familialement, mais que sur les questions de sécurité intérieure, il n'y avait rien. Alors je me suis lancé, j'ai créé le CRSI statutairement 13 jours après l'attaque contre Charlie Hebdo, et depuis, je n'ai cessé d'œuvrer, d'abord avec 2 ou 3, puis de plus en plus, pour tenter de peser dans le débat public sur ces questions. Et regardez-vous aujourd'hui, 10 ans après, nous sommes là, sans compter tous ceux qui, pour tout un tas de raisons d'agenda, n'ont pas pu venir. Alors, il y a une chose que je ne vais pas faire, et pardon pour les personnes concernées, c'est que je ne vais pas me lancer dans la litanie des remerciements. Tous ceux à qui le CRSI doit d'être ce qu'il est aujourd'hui le savent, je les ai remerciés personnellement, mais quand on a une assemblée aussi prestigieuse et nombreuse, je trouve que c'est, en plus qu'il y a soif parce qu'il fait chaud, je pense qu'il vaut mieux aller directement sur quelques idées fortes que je voudrais partager avec vous ce soir. D'abord, le CRSI, donc, c'est aujourd'hui une grande équipe, une équipe avec un comité stratégique, une équipe avec des jeunes qui sont bénévoles, et ça me touche énormément de voir de plus en plus de jeunes se rapprocher du CRSI, avec le travail formidable de mon chef de cabinet, Olivier Debonnet, qui coordonne tout ça. Et je voudrais juste mettre 3 personnes en lumière, et pardon pour les autres. Ces 3 personnes, ce sont 3 femmes, parce que je suis pour la parité, et comme je ne prends pas de risque, je prends que des femmes, et ce sont des femmes formidables, inspirantes, dont je sais que vous les appréciez, et qui non seulement éclairent les travaux du CRSI, mais en plus dont je suis persuadé qu'elles joueront un rôle important pour notre pays dans les années qui viennent. La première, c'est Marie-Hélène Toraval, qui est maire de Romans-sur-Isère, qui est membre du comité stratégique de... Marie-Hélène est un maire courageux, qui ne mâche pas ses mots parce qu'elle dit tout simplement le réel, et je suis extrêmement heureux qu'elle ait rejoint le CRSI l'année dernière. La deuxième, c'est un peu la star. Vous la connaissez tous, vous allez lui faire une ovation, je ne sais pas où elle voulait monter sur scène avec moi, j'ai dit non. C'est Béatrice Brugère qui est là. Magistrate qui fait le seul constat réel sur l'état de la justice, qui non seulement fait le constat, mais fourmille de propositions, toujours en action, toujours sympa, toujours souriante. Merci Béatrice pour ton aide précieuse et ton amitié. Et puis la troisième, c'est une femme que rien ne destinait à rencontrer les projecteurs et le grand public. Une femme de conviction, une femme de courage, une femme qui a trouvé la vérité sur un certain nombre de sujets compliqués dans ses travaux et qui n'a pas voulu travestir cette vérité. Je suis heureux et honoré d'être son ami, d'être son avocat, c'est pas le sujet du soir, qu'elle nous ait rejoint au CRSI. C'est Florence Bergeau-Blaclair. Et Florence, qui est anthropologue au CNRS, mais ça vous le savez, a créé il y a quelques mois le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, le CERIF. Nul doute que les travaux du CERIF vont être importants à suivre dans les mois et dans les années qui viennent.
Le CRSI, ce sont aussi des invités, des gens qui nous ont fait confiance en acceptant de participer à des conférences avec nous. Et nous avons eu plusieurs ministres de l'Intérieur, nous avons eu le préfet de police, Laurent Nunez, qui, je l'espère, va passer ce soir, il m'a dit qu'il ferait son possible. Nous avons eu un coordinateur du renseignement, nous avons eu un DGPN et 2 DGGN. Alors, est-ce que les DGGN vont creuser le score ou est-ce que le DGPN va égaliser? Nous verrons ça dans les mois qui viennent. De nombreux officiers et commissaires de haut rang, de police, de gendarmerie et un certain nombre de militaires dont certains sont présents dans la salle et que je remercie. Et puis, je voulais adresser un remerciement tout particulièrement chaleureux à monsieur l'ambassadeur d'Israël. Je ne sais pas où il est dans la salle, mais il est arrivé tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Vous savez, parce que nous en avons parlé, et puis parce que c'est quelque chose que je ne cache pas, la sympathie qu'a le CRSI et que je partage pour votre beau pays. Et vous savez que, quoi que je fasse dans la vie, je serai toujours aux côtés d'Israël et à votre côté. Alors, justement, ça nous amène aux perspectives. Le CRSI, ce sont aussi des perspectives. Perspectives sur le fond, puisque nous avons décidé d'ouvrir nos travaux depuis 1 an à peu près, de la sécurité au sens étroit, c'est-à-dire police, justice, immigration, aux questions plus de souveraineté. Donc le S peut presque s'entendre déjà comme le S de souveraineté, sauf que si on dit centre de souveraineté, de réflexion sur la souveraineté, ça c'est compliqué. Mais en tout cas, sachez que la souveraineté, qu'elle soit énergétique, industrielle, numérique, alimentaire, est désormais également au cœur de nos travaux. Et puis le CRSI sont également des actions. Et comme on a changé de braquet depuis à peu près 2 ans, désormais, on a un tout petit peu plus de moyens. À la soirée, on en aura encore plus, évidemment. Il y a des déplacements qui sont organisés en province. Jusqu'à maintenant, on a fait des conférences. Jusqu'à il y a 2 ans, on faisait des conférences à Paris avec des débats. Il y a toutes nos publications que vous connaissez et qu'il faut évidemment diffuser le plus possible. Mais maintenant, en plus, on fait des déplacements en province. Et depuis un peu plus d'1 an, j'ai fait 14 déplacements en province, ce qui me permet d'avoir du pays, j'allais dire du pays réel, une photo de plus en plus précise, puisque lors de ces déplacements, on s'organise pour que d'une part je fasse une réunion publique où les gens qui ont envie d'échanger avec moi peuvent venir, et il y a toujours beaucoup de monde, et en marge de cette réunion, il y a systématiquement des rencontres avec les élus locaux, et ces rencontres avec les élus locaux sont toujours très riches d'enseignements et permettent notamment de ressentir le décalage très fort qui existe entre Paris et la province, et qui est un décalage dont les Parisiens ont parfois du mal à se rendre compte. Alors c'est parti pour un tour de France rapide, c'est la seule énumération, elle est un peu pénible, mais elle est tellement belle. Je suis allé à Périgueux, à Lyon 2 fois, parce que c'est pas très loin, à La Roche-sur-Yon, à Bressuire dans les Deux-Sèvres, à Saint-Cyr-sur-Loire, en Indre-et-Loire, à Limoges, à Mende, à Trouville-sur-Mer, c'est plus chic, à Angers, à Bransat dans l'Allier, à Vichy, à Montpellier, à Saint-Priest dans la métropole lyonnaise où j'ai rencontré 400 élus locaux, à Charleville-Mézières dans les Ardennes la semaine dernière. Et les déplacements déjà calés pour les mois qui viennent, c'est Biarritz, Nantes, Lyon-Again, Rennes, Saint-Raphaël, Blois et Cannes. Tout ça, c'est ce qui est déjà prévu, sans compter tout ce qui est en cours d'organisation. C'est vous dire, quand je vous parlais de fierté tout à l'heure, c'est que nos travaux débordent très largement le cadre d'un parisianisme technique qui serait dans un entre-soi entre les membres du comité stratégique et les officiers généraux ou les commissaires généraux de la police ou de la gendarmerie. Il y a une véritable interaction désormais entre les gens qui travaillent pour la sécurité de la France et le peuple, qui est représenté ce soir par les adhérents, car nos adhésions sont ouvertes à tous, et franchement c'est pas cher en plus, et nous permettons à des gens qui sont de simples citoyens de venir assister à nos événements, de parler aux hommes politiques, de rencontrer des décisionnaires et de temps en temps d'assister à un cocktail sympa. Donc tout ça, c'est aussi une fierté et une des grandes matrices de développement du CRSI. Le CRSI, beaucoup d'entre vous le savent, c'est également un lieu d'échange, parfois informel, parfois plus formel, et, en tout cas je m'y attelle, un lieu où on essaie d'avoir une vision.
Les échanges les plus récents que j'ai eus avec certains de ceux qui sont dans la salle et d'autres qui n'y sont pas ne me rendent pas très optimiste, vous l'avez peut-être compris, et en général c'est un sentiment de pessimisme, ou d'inquiétude plus exactement, que beaucoup partagent. Cette inquiétude, elle est amplifiée, je ne vous cache pas, pour ce qui me concerne, depuis quelques mois, elle est catalysée même par une forme d'autisme politique sur la question budgétaire. Une chose est d'avoir un pays profondément fracturé et de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre. Une autre est de ne même plus avoir les moyens financiers de mettre en œuvre les solutions que nous pourrions éventuellement, sur lesquelles nous pourrions éventuellement nous mettre d'accord. Encore un peu de patience et tout finira mal, disait Catulle au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour ma part, j'oppose plutôt la pensée de Raymond Aron, qui est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je suis porté par une triple espérance que j'aimerais partager avec vous avant de vous lâcher vers le buffet. La première, c'est l'espérance d'un réarmement moral. Je vous fais 20 secondes sur le constat, parce que malheureusement, je pense qu'ici, on est tous d'accord. Mais il y a de politique qui vaille en dehors des réalités, disait Charles de Gaulle en 1960. Beaucoup semblent l'avoir oublié. Non pas Charles de Gaulle, mais qu'il y a des politiques qui vaillent en dehors, qu'il n'y a de politique qui ne vaille en dehors des réalités. La violence est devenue en France un mode de résolution du conflit. Les chiffres sont cataclysmiques. Cette violence se caractérise par un baisse de son seuil de déclenchement et par une augmentation de sa gravité. L'idéologie islamiste, chère Florence, galope. Le narcotrafic infuse son cortège de sang, dont on craint qu'il ne touche bientôt les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires de terrain, qui sont les premiers d'ailleurs à tirer la sonnette d'alarme, et, ce qui est plus grave encore pour une société organisée, de corruption. Réarmer moralement, c'est d'abord inverser la tendance terrible à la primauté des droits individuels qui ont pris le pas sur l'intérêt collectif et le bien commun. C'est oser le rétablissement concret et assumé de l'autorité dans la société française, y compris, chère Béatrice, et tu le portes si bien, dans la justice. C'est oser, mesdames et messieurs, et beaucoup d'entre vous l'incarnent, oser la force légitime. Oser le soutien à nos forces de sécurité intérieure, pas simplement dans les mots, mais également dans les actes auxquels elles sont contraintes face à la violence qui leur est opposée dans la rue. Il faut soutenir nos fonctionnaires de police et de gendarmerie lorsqu'ils emploient la force. La force doit rester à la loi parce que l'ordre public ne peut s'entendre sans force pour le faire respecter et sans soutien politique pour ce faire. Il faut enfin oser se réapproprier notre histoire, nos racines. Nous sommes un peuple aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, et nous ne redeviendrons respectables aux yeux de nos ennemis que quand nous nous respecterons nous-mêmes. C'est quand on se respecte qu'ensuite on peut être respecté. La deuxième espérance que je voudrais partager avec vous, c'est l'espérance d'un apaisement lucide sur la question migratoire. Alors depuis hier, vous avez remarqué que ça n'en prend pas le chemin. Ce que je voudrais redire devant vous, parce que je le dis beaucoup depuis hier, c'est que d'abord, l'immigration est un sujet de souveraineté qui ne doit pas se traiter de façon passionnelle. Ça n'est pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien, une chance ou pas une chance pour la France. La question, c'est de savoir, selon des critères d'appréciation objectifs, d'abord s'il y a des besoins économiques réels, oui ou non. Ensuite, quelles sont les conséquences de l'entrée d'une population sur notre territoire en fonction notamment de la force culturelle qu'elle représente. Est-ce qu'il y a des conséquences sécuritaires, oui ou non? Est-ce qu'il y a des conséquences sociales, oui ou non? Est-ce qu'il y a des conséquences culturelles, oui ou non? Vous avez bien compris malheureusement que ce sont là des questions aujourd'hui rhétoriques. Néanmoins, ce sont des questions qu'il faut se poser. Les réponses dans 5 ou 10 ans ne seront pas forcément les mêmes, mais ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler sans passion. Pour ma part, puisque je l'ai dit ce matin, je ne résiste pas au plaisir de vous le répéter, en 5, 10, 15 secondes, je propose 5 pistes de reprise en main de notre politique migratoire. D'abord, arrêter de diffuser des informations qui sont fausses, notamment sur l'histoire de France, en racontant des fadaises comme quoi la France a toujours été une terre d'immigration, ce qui est absolument faux. La France est devenue une terre d'immigration qu'au milieu du XIXe siècle, à cause des besoins nés de la révolution industrielle, et l'immigration était chrétienne jusqu'au début des années 1960. Si on n'a pas ces deux faits, ces deux jalons en tête, on ne peut pas réfléchir sur la politique migratoire actuelle.
La deuxième piste, c'est de casser l'attractivité sociale de la France. Nous sommes le pays le plus attractif socialement d'Europe et tout un tas de gens entrent en Europe par d'autres pays et alors que selon le règlement de Dublin, ils devraient y rester, eh bien ils viennent en France parce que nous sommes trop attractifs. Cassons cette attractivité. L'État-providence ne peut pas fonctionner la porte ouverte. Le troisième point, c'est d'arrêter de financer les associations qui aident les migrants illégaux sur le territoire français. Nous ne pouvons pas payer avec l'argent public, avec vos impôts, des gens qui jouent contre notre camp. C'est juste pas possible. Moi, ça me semble plutôt quelque chose de bon sens. Apparemment, c'est encore compliqué. Et donc, il faut le dire, le redire et le répéter, quitte évidemment à déplaire aux uns et aux autres, surtout aux autres d'ailleurs. Le quatrième point, c'est qu'il faut assumer souverainement le rapport de force avec les pays d'origine qui refusent de reprendre leurs étrangers que nous souhaitons renvoyer pour quelles que soient les raisons. Nous avons nos propres critères d'appréciation, nous avons le droit de décider qui peut entrer, qui peut rester et qui doit quitter notre territoire. Et les pays d'origine ne doivent pas avoir, par leur comportement, une mainmise et une prise sur nous. Tous les leviers doivent être utilisés. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Pour être respectable, il faut se respecter. Et pour être respecté, il faut être capable d'être ferme, d'être fort et de montrer sa force dans tous les sens du terme. Et le dernier point, c'est qu'il faudra mener, le jour venu, une réforme profonde au niveau européen, que l'Europe ne fonctionne réellement qu'avec deux gros moteurs qui sont l'Allemagne et la France. Et le jour où l'un de ces deux pays aura une ligne politique extrêmement claire et voudra faire changer le paradigme global de la question migratoire parmi les 27, eh bien, ce jour-là, nous aurons, je pense, un impact sur la politique européenne et un impact réel. Encore faut-il que ce moment arrive. La troisième espérance, et je vous rassure, j'ai presque fini, c'est l'espérance d'une vision fraternelle de la sécurité. Alors, ça peut vous paraître absurde, ça peut vous paraître un peu rêveur, mais je pense qu'il faut de temps en temps viser haut, avoir un idéal, et que d'expliquer les choses de façon un peu décalée et peut-être de façon plus pédagogique permet d'apaiser. Comment est-ce que ça peut apaiser de parler d'une vision fraternelle de la sécurité? D'abord, en rappelant quelques évidences. La sécurité, c'est un besoin primaire de l'homme. Quelle que soit son origine, sa richesse, sa couleur de peau, son lieu d'habitation, c'est quelque chose qui, dans ses tripes et instinctivement, est un besoin primaire. La conséquence de ce constat, c'est que la sécurité, dans le pacte social, c'est la première obligation de l'État. Le citoyen délègue à l'État, il paye des impôts, il abandonne son droit à la vengeance. En contrepartie, c'est l'État qui s'occupe de la sécurité, de la justice et de la défense. Eh bien, cette contrepartie, elle doit être servie par l'État. C'est un impératif absolu. La sécurité, c'est pas à opposer aux libertés. Il y a un certain nombre d'avocats qui vont bêler un peu partout que de la sécurité, c'est contre les libertés, etc. Mais la sécurité, c'est pas non plus la première des libertés. La sécurité, c'est le préalable à l'exercice des libertés. Si on veut que les libertés, que les lois qui permettent les libertés ne soient pas juste un morceau de papier, il faut que la sécurité, que la force publique, que la force morale, que la force de l'État fasse en sorte que les gens soient en sécurité pour pouvoir exercer leur liberté. Dernier point, c'est que la sécurité, et c'est là qu'on en arrive à la fraternité, c'est d'abord le fait de protéger les plus faibles. La sécurité, c'est d'aller protéger les Français et les étrangers qui sont en situation régulière, qui respectent nos règles, qui respectent nos coutumes, mais qui vivent dans des quartiers où ils sont pris en sandwich entre le joug des islamistes et la violence des trafiquants de stupes, et qui ne peuvent pas s'émanciper, qui ne peuvent pas arriver à une vie meilleure parce que l'État et parce que la force qui doit rester au droit ne le leur permet pas. C'est à ces gens-là que nous le devons. En réalité, mesdames et messieurs, la sécurité, c'est une exigence sociale. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Parce que quand on le présente comme ça, on sort des antagonismes, on sort des postures où on peut partir sur les heures les plus sombres de notre histoire ou sur ou que sais-je, quel délire. Il faut rester objectif, lucide, remettre les vrais enjeux dans le débat et vous allez voir que tout ira mieux. Tout ça, mes amis, ça correspond à une attente massive de nos compatriotes.
toutes tendances politiques confondues. Malheureusement, une partie importante de la classe politique semble ne pas l'avoir compris, ou pire, feint de ne pas le comprendre. Sans mesurer le risque qui en résulte pour notre pays, et je vous renvoie, j'ai déjà été assez long, aux déclarations sidérantes de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Tout ce que je viens de vous dire, il n'y a qu'une majorité forte qui pourra le mettre en œuvre. Cette majorité ne pourra que être portée par une légitimité qui ne sera tirée que du suffrage universel. Elle ne pourra que être incarnée par des femmes et des hommes qui auront du caractère. Parce que du caractère, mesdames et messieurs, pour commencer à remonter la pente, il en faudra. C'est pour ça qu'en ce 10e anniversaire du CRSI, j'ai souhaité partager avec vous mon espérance. Et comme saint Paul le rappelle, mesdames et messieurs, l'espérance ne déçoit jamais.